Personne ne voulait une suite à Gladiator, mais croyez-moi que tout le monde va y aller. Gladiator 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura aucun spoiler, mais après, on va tout spoiler. Gladiator 2 est l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu une bataille contre l'Empire romain, se fait capturer et vendu en esclavage en tant que gladiateur. C'est là qu'il va devoir participer à plusieurs événements dans le Colisée afin de gagner sa liberté. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, SavorGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. C'est simple, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vais vous mettre dans la description, dans le commentaire épinglé, des sites qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve quel film. Ensuite, vous changez juste avec le VPN votre pays, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse, peu importe. Il y aura la VSTFR et la VEV dans beaucoup des cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, mais aussi Bad Boys 4, et oui, rien que ça. Et ce mois-ci sera disponible Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, dès ce mois-ci, vous allez avoir Deadpool et Wolverine, mais vous avez déjà le nouveau film La Planète des Singes, vous avez aussi Vice Versa 2, oui. Et sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max elle-même et non pas via MyCanal, vous pouvez le faire même avec l'abonnement MyCanal. Vous avez déjà Horizon avec Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Furiosa, vous avez Maxine, vous avez Trap, et même Le Garçon et le Héron, tout ça en 4K, c'est la fête. Pour les gros consommateurs de YouTube, comme moi, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vous soutenez plus les créateurs, vos vidéos téléchargées en mode podcast, vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation comme la Roumanie et la Bulgarie, ça sera moins cher et vous pouvez y arriver facilement, et si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, il y a plein de tutos disponibles en ligne. Vous serez en meilleur plan de sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à SavorGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Comme beaucoup de personnes, j'adore Gladiator 1. D'ailleurs, j'en ferai une critique normalement cette semaine, après avoir revu le deuxième film une deuxième fois. Je précise d'ailleurs qu'il faut voir le premier film avant de voir celui-ci, c'est important. Ridley Scott est donc de retour à la réalisation, c'est lui qui avait fait le premier film, donc forcément ça fait plaisir de le revoir replonger dans cet univers, et j'ai toujours pensé que la raison pour laquelle il fait un Gladiator 2, c'est pas forcément pour continuer l'histoire en soi, parce que l'histoire du premier Gladiator était terminée, mais c'est surtout une excuse marketing pour que les studios lui donnent de l'argent afin de replonger dans cet univers de Rome. L'Empire romain est fascinant et c'est très cher d'aller dans cet univers. Les péplums comme ça coûte une blinde et apparemment le film a coûté plus de 300 millions de dollars. Et je vais vous le dire tout de suite, ça se voit, genre vraiment beaucoup. Mais je pense que c'est pour ça qu'il avait fait une suite, mais vous inquiétez pas, ça reste une vraie suite, tout en rajoutant de nouvelles choses, évidemment. On va en parler surtout en spoiler. D'ailleurs, je vais en dire très peu sur les personnages dans la partie sans spoiler, parce que le mystère autour d'eux a bien été gardé dans la bande-annonce. Et pour ceux qui se posent la question, il n'y aura pas de version longue du film, car c'est la version définitive de Ridley Scott, et ça se ressent aussi pour le coup. Il n'y a vraiment pas cette impression de scène qui manque, par exemple. Et il faut savoir que, historiquement, le film est déjà beaucoup critiqué par des historiens, comme je l'avais évoqué dans mes vidéos à actualité, mais il faut savoir que comme le premier film, historiquement Gladiator c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que là, pour Gladiator 2, Ridley Scott a fait exprès de mettre des choses qui sont historiquement impossibles juste pour embêter ces gens-là, ces historiens. Ça me fait un peu rire parce qu'il va mettre, je sais pas, des requins dans le Colisée, un journal à papier alors qu'il n'y avait pas encore l'imprimante. Il va dire Poséidon au lieu de Neptune et des choses comme ça. Bon, Ridley Scott c'est un peu amusé, ça se ressent, mais est-ce que ça veut dire que le film est mauvais pour autant? Est-ce que ça veut dire que personne ne va aller voir ce film parce que personne ne voulait une suite? On en parle tout de suite. Le premier truc qui va vous marquer, je pense déjà, c'est que le film est bien plus grand en échelle que le premier. Il y a la reconstruction d'énormément d'endroits, que ce soit la Numidie qui est en complète opposition à Rome, par exemple, bien plus verte, mais à la fois un mélange entre la ruralité et l'urbanisme. C'est une ville rayonnante qui s'oppose aux alentours de Rome, qui sont saccagés par la maladie, la pauvreté et le dégoût, sans même parler de la guerre, là où Rome est resplendissante, une ville absolument magnifique, même si
si elle a des problèmes, même s'il y a parfois des petits endroits dans la ville qui sont un peu moins esthétiques de manière absolument volontaire, Rome, ça reste les magnifiques et grandioses édifices qui cachent au fait une corruption et une vraie gangrène. D'ailleurs, t'as vraiment l'impression que Rome est un personnage à part entière vu le symbole, mais on en parlera surtout en spoiler. Parce que oui, Rome est certes gangrénée, mais c'est le symbole, surtout avec le Colisée, qui est bien plus grand, t'as l'impression dans le premier film. C'est une échelle absolument grandiose, à chaque fois que tu y es, tu te prends une claque, c'est spectaculaire, c'est hors du commun, il n'y a rien à dire. Que ce soit les intérieurs luxueux des empereurs, mais qui seront paradoxalement assez vides, et de l'autre côté, les gens qui sont moralement plus bons, qui auront des plus petits endroits, mais plus verts, plus agréables et réconfortants, et encore une fois opposés à la pauvreté, les esclaves qui souffrent, qui ont les dents sales, qui vivent dans des cages. Rien n'est laissé au hasard, tout est fait par rapport aux symboles, par rapport aux personnages, qui ils sont, ce qu'ils représentent, et le mélange est parfait entre effets spéciaux, vrais décors, tu vois quasiment pas les limites, tu sais pas s'ils ont tourné pour de vrai certaines séquences, si c'est en studio, tu vois que du feu, l'immersion est folle. Tout se mélange parfaitement et le travail qui est fait sur l'échelle, encore une fois, est tellement important dans l'œuvre, que ce soit la taille et l'envergure des bâtiments, le nombre de figurants, tout est absolument gigantesque. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est voir ces nombreux figurants en armure ou vêtements romains, par exemple, que ce soit des vêtements de riches ou de pauvres. Et d'ailleurs, c'est aussi voir l'évolution de certains habits, comme les habits de Denzel, on en parlera surtout encore une fois en spoiler, mais la manière dont il s'habille est vraiment importante. Il y aura plein d'environnements différents, et ce mélange parfait entre effets spéciaux et vrais décors est super, parce que les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Alors, il y a quelques petits problèmes sur certaines séquences, un petit peu, je dirais, surtout les animaux, principalement les singes et les requins qui sont pas excellents, je trouve, surtout les interactions avec eux et les humains, surtout les singes qui sont un peu problématiques, mais globalement, t'y vois que du feu. Mais c'est absolument ça qui va mettre une claque à tout le monde, hein. C'est la taille, c'est l'envergure du projet. Ça fait penser à ces vieux projets, vous savez, d'Hollywood, où ils dépensaient des sommes astronomiques pour recréer une époque qui n'existe plus. C'est ce qu'ils ont fait là. Et c'est vraiment cette impression que t'as là, et ça fait vraiment très très longtemps, t'as l'impression que t'as pas vu un péplum comme ça, une plongée dans une époque aussi gargantuesque. Je pense vraiment que c'est le mot. Parce que Ridley Scott, il sait tellement bien gérer ces scènes-là. C'est le spécialiste, lorsqu'il a quelque chose qui est gigantesque, il gère de fou. Pour le coup, il a vraiment bien géré parce qu'il y a énormément de scènes d'action qui sont toutes très différentes, même s'il y en a beaucoup qui se passent dans le Colisée, parce qu'il arrive à avoir un vrai build-up avec des enjeux émotionnels et scénaristiques pour t'intéresser à l'action de une, pour développer les personnages, parce qu'il n'oublie jamais ses personnages. L'action est toujours au profit des personnages, et chaque scène d'action a une narration en elle-même. Chaque scène d'action raconte une vraie histoire, et c'est ça la force. Il montre énormément de choses par l'action, que ce soit des attaques d'armée, des combats individuels dans l'arène, des combats contre des animaux. Il arrive à raconter une vraie histoire à chaque fois. T'es jamais perdu dans l'action, que ce soit grâce au travail sur les costumes, sur les couleurs, sur la photo et la composition des cadres qui permettent d'avoir une action extrêmement lisible ou un peu confuse, mais volontairement quand il faut, mais tu sais qui tu regardes. Si c'est les esclaves, les gladiateurs, la garde prétorienne, les romains, t'es jamais perdu. Les scènes d'action sont toutes courtes, mais vu qu'il y en a tellement et vu que c'est tellement bien rythmé en tant que film, t'enchaînes scène d'action après scène d'action avec du vrai développement durant les scènes d'action et autour, ça crée un vrai build-up qui te mène au climax du film pour le coup. Et ça le fait vraiment très bien. Parce qu'elles sont satisfaisantes, parfois même stressantes, même émouvantes, je dirais, certaines. Toujours fort en divertissement et grand spectacle, parce que c'est le but. Est-ce qu'on est diverti devant ce film? C'est ça la question. Et c'est ça que veut faire Ridley Scott, c'est nous divertir, nous en mettre plein la gueule et étudier ces personnages et ce monde. Il y a quelques hicks visuels sur certaines transitions de scène et surtout une scène à cheval qui m'a un peu dérangé, j'en parlerai en spoiler. Mais globalement, je pense qu'en mise en scène, c'est quasiment un sans faute hein, pour le coup. Tout est maîtrisé, chaque scène est magnifique, surtout en dehors de l'action. Il arrive à iconiser les personnages, les enjeux, la ville. Il joue beaucoup sur le symbolisme, sur la manière dont sont placés les acteurs dans le cadre, la manière dont ils bougent, surtout dans le cadre aussi, la manière dont il les montre, la manière dont la lumière va être sur eux d'une certaine manière bien précise, la manière dont ils seront enfermés dans des pièces ou pas d'ailleurs, la taille qu'ils prennent dans le cadre, c'est clairement maîtrisé et chaque plan raconte quelque chose. Il y aura même des gros plans sur des objets de manière très précise et importante qui seront utilisés par la suite et il joue beaucoup dans ce symbolisme que j'évoquerai surtout en spoiler. C'est une maîtrise absolue et il joue même un petit peu avec l'imaginaire, mais j'ai pas envie de trop vous en révéler. Là où beaucoup de personnes auront des choses à redire, c'est au niveau de l'histoire. Je pense que la grosse critique qui ressortira du film, c'est que c'est une redite du premier film et c'est un peu vrai. C'est quasiment le même film que le premier, mais j'ai envie de vous dire que c'est logique. Alors il y a le côté évidemment safe du projet, mais le fait que ce soit une redite du premier film joue clairement avec les thématiques de l'œuvre et ce que l'œuvre veut raconter. Parce que même si c'est une redite du premier film, le message n'est pas le même et ça change absolument tout. Mais oui, je vois bien des gens sortir
sortir de leur séance en se disant ok c'était spectaculaire, incroyable, mais c'est le même film. Ils ont pas tort non plus, mais je pense que c'est passé à côté du message du film, dire que c'est le même film. Oui, en soi c'est le même film, c'est un homme qui veut se venger et qui grimpe les échelons des gladiateurs, disons, jusqu'à atteindre potentiellement une sorte de confrontation avec l'Empire. Mais ça, c'est juste la lecture de surface. Le film va bien plus loin que ça, mais malheureusement, je peux pas vraiment vous en parler. Mais sachez que tout s'emboîte super bien, la fin est vraiment satisfaisante, je trouve, même si un peu abrupte pour pas mal de personnes, et ça reste une étude de personnages comme l'était un peu le premier film. Mais ce qui est fort, c'est surtout l'alchimie entre ces personnages, leurs dialogues, et à quel point ils sont bien joués. Connie Nielsen, elle est de retour, elle est mélancolique et géniale. Les empereurs sont sadiques, stupides et un peu tristes à la fois. Là où Cassius sera plutôt montré par Pedro Pascal avec beaucoup de calme, d'intellect et aussi de douceur. Mais la vérité est que là, une star de cinéma vient de naître. Paul Mescal est génialissime dans le rôle. On savait qu'il était doué déjà bien avant, mais alors là, il est hors du commun, il est spectaculaire, on dirait un vrai leader. Il n'a absolument rien à envier à Russell Crowe dans ce film. La manière dont il est mis en avant, la manière dont la caméra le respecte et l'iconise, Ridley Scott en a fait une vraie star de cinéma ici. Alors que le mec était nommé à l'Oscar avant quand même. Mais alors là, c'est devenu quelqu'un, vraiment, juste par l'image. Mais bon, la vérité est que même si lui est devenu quelqu'un, il y a quelqu'un qui bouffe tout le monde, hein, c'est Denzel. Le souci de Denzel dans les films, c'est qu'il vole le show. Genre dans tous les films, il vole le show. Là, c'est pas une exception, le mec est trop fort. Je dirais pas qu'il ridiculise les autres acteurs parce que je trouve qu'ils ont tous une bonne alchimie avec lui, mais il vole le show. Chaque scène, c'est sa scène. C'est un sacré personnage. Il a une portée de malade, de calculateur à flippant et même très drôle à certains moments. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Denzel, on pose toujours la même question. On pose la question, est-ce que c'est le meilleur acteur noir américain de l'histoire? Et moi, j'ai envie de poser la question aujourd'hui, après ce film et sa carrière absolument grandiose, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs acteurs américains tout court, en fait? Des gens vont peut-être être déçus de la musique parce que c'est Harry Gregson Williams qui est de retour, qui est un spécialiste aussi de Ridley Scott, hein, j'ai envie de vous dire, qui a fait beaucoup de musique pour lui, et je le trouve très bon, mais le souci de la musique, c'est que oui, au début, il est inspiré, il fait plein de choses, mais le leitmotiv du premier film revient de plus en plus au fur et à mesure du film et éclipse forcément la musique que lui a composée. Pourtant, il est bien. Le début du film, il gère avec la musique, mais vu qu'après, il s'est volé la vedette par la musique du premier film, c'est un peu dommage. Pourtant, je trouve qu'il a fait un bon travail. Il a même un peu modifié le leitmotiv du premier film, même si parfois, ils reprennent clairement la musique du premier film. Donc, même s'il s'est fait un peu éclipser, thématiquement, la musique est vraiment bien gérée. Pour conclure, Gladiator 2 n'est absolument pas une déception me concernant. C'est du grand spectacle, 2h30 qui sont passés à une vitesse folle. J'en voulais plus. Je voulais continuer et vivre dans cet univers. Ça m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu le premier film, sans trop jouer dans la nostalgie, sans trop jouer l'hommage forcé. Ça m'a fait replonger dans un monde que j'ai envie de revoir encore une fois dans ma vie. C'est un film qui est magnifique, qui est impressionnant, qui est maîtrisé, qui n'oublie pas ses personnages, qui a des thématiques intéressantes, nouvelles, fortes, entre hommage et radicalité. C'est typiquement le genre d'expérience cinéma pour lequel on va voir des blockbusters. C'est le genre d'aventure qu'on aime vivre. Je pense qu'il y a moins d'émotions que le premier film, parce que forcément, le premier film était assez émouvant et on a vraiment grandi avec. Mais même si j'étais ému quand même avec ce deuxième film, je pense qu'un deuxième visionnage va me transmettre encore plus d'émotions. Mais vu qu'il y a tellement de choses à digérer là en 2h30, parce que c'est assez dense, c'est parfois dur de se laisser emporter par l'émotion, même si moi j'ai beaucoup aimé la fin. Je pense vraiment que ça va cartonner. Je pense que les gens seront globalement assez contents du film. J'ai envie de le revoir, j'ai envie d'y retourner. Et pour moi, ce n'est pas du tout une déception. Et au contraire, je dirais même que c'est l'une des meilleures suites de films qu'on ait eu tout court. Je ne pense pas que Gladiator 2 sera oublié. Et je pense vraiment que les gens vont respecter ce film en tant que suite avec le temps. Est-ce qu'il surpasse le premier? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Et je pense pas. Je vais revoir les deux films de toute façon cette semaine. Mais croyez-moi, ça ne rigole pas du tout. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Maintenant, on va passer en spoiler. J'ai envie de parler du personnage de Lucilla, avec évidemment Connie Nielsen qui est de retour, qui fait un super travail. C'est un personnage intéressant parce qu'à la base, je pensais vraiment qu'elle sera le lien avec Lucius et son passé, mais pas du tout. Sans Lucius, elle aurait quand même eu une histoire, celle du complot avec son mari. Et ce que j'aime beaucoup, c'est déjà l'amour avec son mari. On voit qu'elle est un peu triste, qu'elle vit un peu dans le passé, elle a cette vraie mélancolie en elle, mais Cassius l'aime vraiment et tu sens qu'ils ont une relation qui est peut-être pas mutuelle en termes d'amour, mais elle est vraie. Elle fait pas faux. Même si la pauvre, elle a eu beaucoup de maris, elle a vécu beaucoup de choses différentes et qu'elle est fondamentalement triste, au moins tu respectes l'amour qu'a Cassius pour elle. C'est surtout un personnage triste parce que la mort de Maximus n'a rien changé au final. Le rêve de son père est décédé en même temps que Maximus. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'était bien évidemment sous-entendu dans le premier film que Lucius était le fils de Maximus. C'est pas nouveau à inventer pour le deuxième. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment la relation avec Lucius, la raison pour laquelle elle a abandonné son fils afin de le protéger, parce qu'elle comprenait très vite que quelqu'un comme lui, de très jeune, n'allait jamais
jamais régner sur Rome et allaient se faire ou manipuler, ou ils allaient prendre le pouvoir en le tuant. Et elle, en tant que femme qui n'avait plus personne autour d'elle, devait l'envoyer loin afin de le sauver. Ce qui est légitime, mais qui crée une haine en Lucius par rapport à sa mère, parce qu'il se sent abandonné. Et elle avait perdu espoir jusqu'à évidemment son retour. D'ailleurs, je pense que l'intrigue la moins intéressante du film, c'est celle où elle enquête sur son identité, mais je me pose la question si ça aurait été plus intéressant de ne pas le révéler dans la bande-annonce, afin de garder ce mystère, ou si le fait de l'avoir révélé dans la bande-annonce motive les gens à aller voir le film, et peut-être ils n'étaient pas assez confiants dans cette intrigue où ils enquêtent sur la vraie identité de Lucius. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les retrouvailles sont difficiles à cause de cette haine qui mange Lucius, qui le dévore vraiment. Il a réussi à tourner la page, et là, la haine, elle est de retour. Il a perdu sa femme, sa mère l'a abandonné, et il se rend compte que tout le monde l'a abandonné au final. Cette haine, en théorie, le nourrit, mais la vérité, c'est que cette haine l'aveugle. Parce qu'on l'a vu, la haine sont ses méthodes tyranniques, et uniquement le pardon peut sauver Rome et leurs relations. Et c'est uniquement après avoir compris ce qu'elle a vécu, après avoir mis sa haine de côté, que les retrouvailles sincères, belles et les dernières entre eux se font. Parce que c'est ce pardon-là qui va créer de l'espoir et la liberté. Et justement, le dernier moment qu'ils ont ensemble avant qu'elle meure, où ils échangent même pas de mots, ou presque, est beau, touchant et presque libérateur pour les deux. D'un côté, elle voit l'espoir revivre en tant que dernier acte dans sa vie, parce qu'il revit la même chose qu'au début du film, hein, la mort de sa femme, mais il n'utilise pas la haine de manière personnelle, mais il utilise la mort de sa mère pour sauver Rome. J'aime beaucoup la manière dont on la montre enfermée, dirigée par des hommes ou dans des pièces toujours très petites. Tu vois qu'elle est impuissante. Et ça en fait une figure tragique, romaine, mélancolique, qui a le droit de mourir avec pas mal de satisfaction au final. Et ce qui est intéressant avec les empereurs, c'est que je trouve que les acteurs ont géré les deux, mais ils représentent vraiment tout ce qui va mal avec Rome. Le sadisme, la gangrène, la stupidité aussi et le manque d'empathie. Tout est fait pour le spectacle, rien n'est fait pour le bien des Romains. Tout est pour le symbole sans réellement donner autre chose aux gens. Ils sont corrompus émotionnellement au point qu'ils sont prêts à s'entretuer alors qu'ils sont frères. Ils se croient même envoyés des dieux et ils sont complètement déconnectés de la population. Ils sont d'ailleurs même très belligérants parce qu'ils veulent conquérir la Perse et l'Inde sans raison et alors que le peuple romain meurt de faim. T'as même pas l'impression que ce soit des vrais frères au final vu comment ils agissent ensemble. Mais ce qui est intéressant c'est qu'au début ils sont très liés et dans la composition du cadre et par leurs gestes et actions. Mais plus le temps passe, plus ils sont séparés et à l'image et dans la manière dont ils se parlent. Parce que ça représente la division au sein de Rome aussi. Ils sont le symbole de Rome. Le symbole d'une stupidité aussi, et à quel point ils sont manipulables quand tu vois qu'il y a un singe qui est premier consul. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'au final, c'est des figures assez tragiques parce qu'ils représentent un système qui les a détruits eux, qui les a façonnés tels quels et qui est répété. Rome a fait d'eux ce qu'ils sont et eux détruisent Rome et ce cycle continue. Et il faut briser le cycle. Ce cycle de la violence qui met à bout Rome constamment. Mais ils représentent pas mal Rome dans le sens où ils sont certes un peu tristes, mais ils sont beaux, bien habillés, bien maquillés, mais fatalement assoiffés de sang et globalement assez vides. Là où Cassius, c'est absolument l'inverse, hein. C'est le leader que Rome devrait avoir en tant que dirigeant, c'est un général qui combat avec ses troupes, qui prend des risques pour Rome et ses troupes, qui est respecté, qui est triste lorsqu'il envahit d'autres comtés pour Rome et lorsqu'il doit tuer des hommes, des femmes ou des enfants pour la gloire de Rome. Il déteste l'Empire à cause des empereurs qui ont des réactions immatures et ne comprennent pas les vrais enjeux alors que lui les a vécus sur le terrain. Mais au moins, il a le soutien de l'armée et il veut donc conquérir Rome via ce complot qui est démasqué évidemment. Il veut une nouvelle Rome, mais le souci c'est que comme tout le monde dans ce film, c'est un esclave juste un peu mieux placé. C'est le même symbole que Maximus au final, ce général bien respecté qui est prêt à se sacrifier pour Rome et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Et j'adore la scène où il se rebelle contre les empereurs, il se sent vraiment libéré. Il a plus besoin d'écouter leur bullshit, il leur dit presque fermez-la quoi, je m'en fous. Je suis prêt à mourir pour la vraie Rome et ce symbole de lui qui meurt, ce héros de Rome, met en perspective pour les Romains, d'où leur début de révolte par la suite, à quel point eux sont pas importants vu ce qu'a subi un général. D'ailleurs le quiproquo presque avec Lucius est assez triste parce que oui certes il a tué sa femme, mais en réalité lui et Lucius veulent la même chose. En plus ils ont la confiance de la même personne, la mère de Lucius. C'est pour ça qu'il refuse de le tuer à la fin et qu'il oublie sa haine. Il est prêt à mettre sa vengeance de côté pour le bien de Rome. Et ce combat qui n'a pas lieu d'être est au final intense, bien chorégraphié et assez stressant. Et j'ai trouvé sa mort assez touchante, mine de rien, mais fatalement assez satisfaisante vu comment il est arrivé. Mais ce qui est bien au moins, c'est qu'il est mort à côté de ses soldats. Parce que oui, il affronte de manière assez triste ses propres soldats. L'un des meilleurs personnages du film, c'est évidemment Macrinus. Denzel est absolument hors du commun. Le mec est génial, c'est un parieur et un acheteur hors pair. Il vit d'ailleurs dans un luxe
luxe qui est montré de plus en plus comme une évolution. Il gravit les échelons de la société romaine. C'est aussi montré par ses tenues qui changent et qui se rapprochent le plus possible du blanc à la fin, la couleur des empereurs. Il est souvent dans un chariot ou à cheval. Il vit dans un luxe qu'il ne veut pas abandonner. Et tu vois qu'il monte dans ce luxe. Il tient le monde politique par la peur et l'argent parce que de une, ils savent sa réputation. Ils savent qu'il a dénoncé des sénateurs qui étaient des traîtres et en même temps à quel point il est proche des empereurs. Le mec est intouchable, mais à la fois il est drôle, sociable. Il joue le jeu de la politique et le dit lui-même. Il a un flair évident et surtout il représente la critique de ce rêve romain. Je vais pas vous faire de parallèle avec d'autres rêves dans la vraie vie, mais vous avez compris. Il utilise la souffrance des autres pour monter. C'est clairement une critique des élites, encore une fois, qui utilisent le peuple pour leurs propres intérêts, alors qu'il leur donne rien à ce peuple. Il ne veut pas régner avec une belle Rome. Il veut régner en tant que tyran. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi il veut faire ça. C'est que lui, contrairement aux autres qui sont un peu obsédés par le rêve de Marc Aurèle, lui était un esclave de Marc Aurèle. Forcément, vu qu'il était esclave, lui, son approche, c'est se dire « Ok, j'ai souffert, tout le monde va souffrir, et je vais pas faire confiance aux idées et aux méditations, d'ailleurs, qu'il cite, d'un homme qui l'a rendu esclave. » Pour lui, c'est pas logique et il est prêt à provoquer une guerre, et ça se tient, en réalité. On voit son envie de pouvoir dans plein de scènes, on voit son regard calculateur qui analyse tout, ses changements d'humeur calculés sont géniaux, sa prestance qui en impose clairement, et il fallait un acteur légendaire pour ce rôle. Il représente un mal presque impersonnel au final. C'est un peu ce petit démon qui murmure à l'oreille des dirigeants pour arriver au pouvoir lui-même. Le seul souci que j'ai, moi, c'est la confrontation finale, mais d'un point de vue de mise en scène, lorsque les deux se foncent là-dessus à cheval, je trouve qu'il y a un plan très bizarre dessus. C'est pas celui que je vous montre là, mais celui juste avant. Ça casse un peu le rythme de l'impact de la confrontation. Je sais pas pourquoi ça ressemble à ça. Peut-être ils ont pas réussi à cacher les cascadeurs ou quelque chose comme ça, mais c'était assez moche. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il est mort dans l'eau sale de Rome après avoir perdu sa main avec plein de bijoux, plein de bagues qui montrent sa richesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est mort en dehors de Rome, quoi. Et c'est ça tout le symbole. Évidemment, j'ai adoré toutes les scènes d'action, que ce soit en Numidie, avec cette scène énorme avec plein de navires et ce build-up d'équipement en équipement pour arriver justement à cette attaque. Il y a ce crescendo qui est vraiment bien utilisé pour montrer de une le leadership du général et en même temps de Lucius, en plus de tous les dégâts que fait Rome sans penser aux victimes. Au début, je me suis dit que peut-être le rôle de Peter Mensah ici aurait dû être le rôle de Jimon Hounsou parce que Jimon Hounsou à la base devait revenir pour Gladiator 2, mais en termes de timing de tournage, il pouvait pas se rendre disponible. Mais au final, je pense que le rôle de Jimon Hounsou, c'est le rôle du médecin et je suis content qu'en fait que ce soit pas le même personnage que le médecin parce que c'est bien qu'il y ait un personnage qui n'a pas connu Maximus parce que si c'était le même, genre Jimon Hounsou qui joue le médecin, j'aurais pas trouvé ça aussi intéressant parce que la relation avec le médecin est vraiment réussie et intelligente, je trouve. Je sais pas quel rôle il aurait dû jouer, mais peu importe. La scène restait très stylée. Comme la scène des singes qui en termes d'effets spéciaux était pas incroyable, je trouve, mais ça montre la barbarie et la haine de Lucius qui est prêt à bouffer des singes pour se battre et ça le met en parallèle justement à quelque chose de bestial. En plus, ça montre un peu son autodérision lorsque les gens rigolent avec lui par la suite et ça montre des qualités de leader qu'on va voir durant toutes les scènes d'action et toutes les scènes entre les scènes d'action, à quel point il arrive à accaparer le cœur des autres gladiateurs, sans même parler de son moment en poésie où il veut même pas affronter un gladiateur pour le plaisir des empereurs et où il montre un peu de une son éducation, mais surtout sa philosophie de vie. Et j'adore la séquence avec le rhinocéros dans le Colisée, non pas pour la scène avec le rhinocéros qui est oui très très stylé et ça montre encore une fois qu'il faut écouter ce mec si tu veux survivre. Pas le fait qu'il refuse la pitié des Romains et des choses comme ça, mais c'est les regards de tout le monde dans la scène, de tous les personnages, qui regardent tous la scène avec différentes pensées et différentes inquiétudes. Et le jeu sur les regards, je l'ai trouvé vraiment très réussi. Et honnêtement, s'il fallait mettre de l'eau dans le Colisée et des requins, ils ont réussi. La scène avec le bateau est super, vraiment un plaisir à regarder. C'était une scène d'action hyper généreuse, hyper bien gérée en termes de mise en scène, jamais perdue, pas trop longue, satisfaisante comme il faut. En plus, il y a une tentative de tuer ou le général ou les empereurs, mais dans tous les cas, c'était excellent. J'adore ce personnage de Lucius qui est d'après moi très réussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film commence en animation avec une sorte de résumé du premier film avec le générique en même temps, que j'ai trouvé assez intéressant parce que du coup, il y a forcément beaucoup de parallèles parce que c'est l'histoire du film. Maximus est important. Alors oui, il y a le sang de la lignée qui est en soi important, mais pas que au final. C'est surtout l'idée et le symbole de Maximus. C'est un général respecté avec une mort mémorable qui a ravivé les flammes de Rome pendant un moment et que les gladiateurs respectent. C'est aussi pour ça que son nom est effacé, j'imagine, c'est que tout le monde est allé toucher le nom. Et comme le premier film, celui-ci pousse un peu plus loin l'idée de la révolution, soumettre enfin les élites qui dirigent ce monde et qui fait souffrir Rome et la population romaine de manière générale. Parce que Lucius, au fait, il a vécu le rêve de Marc Aurèle en Numidie. Une ville cosmopolite qui accueille tout le monde et qui est libre, qui n'est pas dominée évidemment par les élites. On le voit, ils vivent tous un peu en communion et de manière très heureuse. Mais vu qu'il perd sa femme à cause de Rome, il veut se venger. Et retourner à Rome, c'est le symbole de tout ce qui ne va pas. Tous ces souvenirs et traumatismes horribles qui reviennent. Rome, là en réalité abandonné, alors que Rome aurait dû lui appartenir. Donc, il est bouffé par la vengeance, il n'écoute rien, il veut
se venger et il n'a pas peur de mourir au final. C'est ce qu'il dit. Vu qu'il voit sa femme être emmenée dans la rivière Styx, il se sent prêt. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du film, on voit de moins en moins la rivière et on voit de plus en plus son œil. Donc on comprend qu'il n'a pas décidé de mourir. Et son ami lui rappelle d'ailleurs, avec encore une fois cette belle amitié, que parfois passer la rivière signifie se pardonner et changer. Et c'est ce que lui fait. Et justement, pour vivre l'idéal romain, il doit accepter son héritage, mais pas l'héritage forcément de sang, même si ça aide. Il utilise Maximus comme un symbole. Il utilise Maximus pour raviver le symbole de Rome et le symbole de Marc Aurèle. Mais en fait, à la fois, il doit assumer sa propre identité et son passé qui fait continuer les idées romaines jusqu'au bout. Les idées que Maximus et Marc Aurèle voulaient. C'est pour ça que l'armure de Maximus le sauve à la fin. C'est aussi pour ça qu'après la mort de sa mère, il veut tuer Macrinus par devoir plus que vengeance. J'adore la manière évidemment dont il motive les gladiateurs avec un discours très Spartacus. D'ailleurs, il y a une séquence qui fait penser à Spartacus et qui est un hommage juste avant. Il a un bon speech qui est motivant, qui donne cette envie de révolte et révolution. Paul Mescaliger, il a un même speech à la fin lorsqu'il dit aux deux armées qu'il veut changer Rome et qu'il y a assez de sang qui a été versé. Il a même le droit à une punchline assez drôle sur le bois et le fer de l'épée, avec la pointe évidemment. Et ce vrai leader charismatique le devient réellement lorsqu'il pardonne sa mère, lorsqu'il assume qui il était, il se pardonne pour les choses qui sont arrivées. Il y a ce refus d'être un esclave et le leadership qu'il montre tout le long évidemment. En vrai, il évolue et j'aime beaucoup le parallèle entre le début et la fin. Au début, il touche du blé. À la fin, il touche les mêmes particules qui ressemblent à du blé, mais c'est du sable, le sable de l'arène, là où est le sang et presque l'âme de son père. Et il y a ce parallèle évidemment avec Maximus qui lui touche du blé, avec ce beau plan sur le ciel rose, comme s'il demande le soutien et la sagesse de son héritage, principalement son père. Donc il y a ce beau moment où il touche les derniers vestiges de sa mère et le sable qui a frôlé son père, qui est mis en parallèle avec le début du blé que lui avait et le blé de Maximus. C'est aussi pour ça que la musique prend de plus en plus le thème de Gladiator 1, le leitmotiv. C'est que la présence de Maximus se fait de plus en plus ressentir. Et c'est ça la thématique de l'œuvre. Cet héritage d'idées qu'il faut utiliser pour changer le monde. Par la révolution, s'il faut, en brisant les chaînes de l'esclavage et en terrassant les élites. J'ai trouvé la fin assez touchante quand il demande à son père de le guider, pour le coup. Et je pense qu'un deuxième visionnage va rendre cette fin encore plus touchante. Maintenant, ils veulent faire évidemment un troisième, ça a été annoncé. Alors on ne sait pas si ça va se faire, ça dépend du box-office du deuxième et s'ils trouvent des idées pour le troisième. Mais apparemment, ils ont des directions pour le troisième, mais je me demande dans quelle direction ça peut aller, pour le coup. Lucius en empereur, Lucius au Sénat, en général, quelle sera l'histoire? Parce que tu peux pas refaire Gladiator au Colisée, dans les arènes constamment. Est-ce qu'ils vont faire la chute de Rome, même si c'est pas du tout la même période? Bon, peu importe, du moment que c'est stylé, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je n'en sais rien, mais je serai à l'écoute parce que j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer tous les plans de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Abonnez-vous à CyberGhostVPN pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.